Bonjour tout le monde. Before we get started, I want to recognize the great work that all of Team Canada has done ahead of today's United Nations Security Council vote. We're running for the Security Council seat because we saw a unique opportunity to engage with our partners across the UN to build sustainable peace and to make real progress on the issues that matter. Around the world, people want many of the same things: clean air, a real shot at success, a fair economy, and a just society. And to make that happen, we have to work together, today and every day. That is something that our government is ready to do. At the beginning of the year, I don't think anyone could have predicted what the coming months would hold. COVID-19 is truly an unprecedented challenge. And right from the start, it was clear that we needed to put everything we had on the table in response. So that's exactly what our government did. In the space of a few weeks, we introduced the Canada Emergency Response Benefit and the Canada Emergency Wage Subsidy. We created loans for small businesses and put in place support for specific sectors that have been hardest hit. We rolled out help for seniors, for students, for families. At every step of the way, we kept Canadians up to date about what we were doing to respond. Taken together, we've now introduced the largest economic measures in our lifetimes, measures that are helping millions of people, because that's what the situation demanded. Now, as we begin to safely and gradually restart, I know people are wondering what this pandemic will mean for their jobs in the long run and what the impact has been on our economy and on our path forward. We hear that, and we want to make sure that you have the best information possible. So today, I can announce that in the House of Commons on July 8th, our government will be releasing an economic and fiscal snapshot. This will give Canadians a picture of where our economy is right now, how our response compares to that of other countries, and what we can expect for the months to come. Later today, Minister Morneau will formally announce in Parliament that we will be presenting this economic and fiscal snapshot. Dès le début de la crise, on savait que la COVID-19 représentait un défi sans précédent pour notre pays. Notre réponse devait donc en tenir compte. En quelques semaines seulement, notre gouvernement a mis sur pied un paquet de mesures pour aider les gens à traverser cette période difficile. On a instauré la prestation d'urgence et la subvention salariale d'urgence. On a offert des prêts aux petites entreprises et on a accordé un soutien ciblé aux secteurs qui ont été les plus durement touchés par la crise. Que vous soyez aux études ou à la retraite, avec ou sans emploi, on voulait être là pour vous. À mesure qu'on commence à reprendre certaines activités, beaucoup de gens se demandent à quoi s'attendre au cours des prochains mois et ce que cette crise veut dire pour notre économie. C'est donc pourquoi on annonce aujourd'hui que notre gouvernement va publier un portrait de l'économie et des finances publiques le 8 juillet prochain à la Chambre des communes. Ça va nous donner une mise à jour sur l'économie, sur la façon dont notre réponse se compare à celle d'autres pays et sur ce à quoi on pourrait s'attendre dans les mois à venir. Plus tard aujourd'hui, le ministre Morneau informera le Parlement de notre démarche. Adopter des mesures pour mitiger les conséquences de la crise sur notre économie, ce n'est qu'une partie du défi. On travaille aussi très fort pour faire en sorte que les hôpitaux et les travailleurs de première ligne possèdent l'équipement et le matériel dont ils ont besoin. Et là-dessus, j'ai des bonnes nouvelles à vous faire part. D'abord, notre gouvernement a signé un accord avec l'entreprise Galenus de Montréal pour fabriquer des billes de silice qui sont essentielles au dépistage. Et cette semaine, Santé Canada a aussi certifié des respirateurs produits par deux groupes canadiens, CAE et le consortium Ventilators for Canadians. Ils vont maintenant pouvoir augmenter leur production pour fabriquer les 20 000 respirateurs commandés. Il y a 2 ans, j'étais de passage chez CAE pour annoncer un investissement dans la formation des travailleurs. Aujourd'hui, on constate pourquoi c'est si important de soutenir non seulement le talent, mais l'innovation chez nous. Researchers across the country make incredible discoveries every day, from rapid advances in understanding COVID-19 over the last few months to years-long studies of climate change and cancer treatments. It's in everyone's interest that they continue doing their vital work.
So today, we're announcing almost $500 million in funding through NSERC's additional annual Discovery Grants program. This money will support thousands of Canadian researchers and their groundbreaking work, whether they're studying viruses, developing AI, or making strides in chemical engineering. Canadians are innovative and creative, and that's something we'll always support. This morning, I want to speak about help for another group of Canadians who do vital work, our fish and seafood producers. The women and men who work on fishing boats and in processing plants keep our families fed. But they've been facing some really tough times lately. That's why, in the next week, we're opening applications for 2 additional programs to support the sector. As of today, the Canadian Fish and Seafood Opportunities Fund is available to help producers access new markets, reach new customers, and maintain a foothold internationally. Canada's seafood is among the best in the world, and this fund will help spread the word. On Monday, processors will also be able to apply for help through the Canadian Seafood Stabilization Fund we created this spring. The fund will provide support for everything from buying PPE to keeping workers safe to purchasing freezers so products stay good while producers find buyers. Aujourd'hui, on annonce la réouverture du Fonds canadien d'initiative en matière de poissons et de fruits de mer. Ce programme va aider les producteurs de fruits de mer à accéder à de nouveaux marchés, à servir de nouveaux clients et à garder une présence internationale. Et lundi, les transformateurs vont aussi pouvoir soumettre une demande de financement dans le cadre du Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer qu'on a créé plus tôt ce printemps. C'est du soutien qu'ils pourront utiliser, entre autres, pour acheter de l'équipement de protection individuelle pour protéger leurs employés ou acheter des congélateurs pour préserver leurs produits si ça prend plus de temps que d'habitude à trouver des acheteurs. I want to end today with an update on Parks Canada. For a lot of people, no summer is complete without getting the tent packed, the kids in the car, and the time off to go camping. Now, because of the pandemic, many campgrounds had to close temporarily. But the good news is that as of Monday, Parks Canada will gradually start reopening some of their camping sites. No matter what you're planning this summer, whether it's camping or barbecues, keep following public health recommendations and keep doing your part to protect the people around you. Together, we will get through this. Merci. Thank you, Prime Minister. We'll now go to the phones for questions. 1 question, 1 follow-up. Operator. Thank you. Merci. Première question, Marie Vastel, Le Devoir. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. J'aimerais revenir sur la prolongation de la PCU que vous avez annoncée hier. Plusieurs personnes, dont François Legault et des chambres de commerce, s'inquiètent que ça prolonge un désincitatif au travail et vous demandent de moduler la PCU à l'avenir pour permettre que les gens puissent conserver une plus grande part de leur revenu de travail. Vous avez dit au départ à plusieurs reprises qu'on était dans l'urgence et que vous deviez donc aider les gens rapidement. C'était votre explication à ce que la PCU ne soit pas modulée. Mais là, 3 mois plus tard, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait prendre le temps maintenant d'ajuster la PCU en ce sens-là? Il y a actuellement autour de 3 millions de Canadiens qui voudraient un emploi, qui ont perdu leurs emplois, mais qui ne trouvent pas d'emploi. On sait que oui, l'économie est en train de rouvrir graduellement et il y a des emplois qui sont créés, mais il reste encore beaucoup trop de gens qui cherchent un emploi, qui a d'emplois disponibles. Donc, nous devons être là pour ces gens qui ont besoin d'appui, qui ont besoin de la PCU pour pouvoir payer leur épicerie, pour pouvoir aider leur famille. Oui, nous sommes en train d'encourager, on met en place des mesures pour encourager les gens de prendre les emplois qui deviennent disponibles, mais on est loin d'être dans une situation où il y a assez d'emplois pour tout le monde qui voudrait travailler. Et c'est pour ça qu'on est en train d'étendre la PCU pendant encore 8 semaines. Suivi, oui?
Oui, je comprends. C'est des propos que vous avez répétés à plusieurs reprises depuis plusieurs jours. Donc, je vais vous poser la question quand même. Je ne comprends pas pourquoi il serait impossible de moduler la PCU. Je comprends qu'il y a des gens qui ne trouvent toujours pas de travail. La question, c'est pas de ne pas la prolonger, c'est pourquoi ne pas la moduler. Qu'est-ce qui vous en empêche? Et sur l'idée de punir les gens qui fraudent la PCU, votre ministre Quattro hier a dit que vous aviez encore l'intention d'imposer des sanctions. Pouvez-vous expliquer par quel mécanisme vous entendez le faire puisque vous ne l'avez pas fait par projet de loi? Je pense que c'est important que les gens comprennent que dans une situation de crise comme celle-ci, il fallait qu'on sorte l'argent rapidement avec un minimum de vérification lors de l'application des antécédents ou de la situation de ceux qui avaient besoin de cet argent rapidement. Mais comme on disait depuis le début, nous allions nous assurer que ceux qui reçoivent la PCU ne sont pas en train d'essayer de frauder le système. On comprend et on a vu d'ailleurs qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont déjà repayé des paiements supplémentaires qu'ils n'auraient pas dû recevoir. On voit que le système fonctionne. Mais malheureusement, il y a un très petit nombre de fraudeurs, de criminels qui profitent de ce système pour prendre avantage de façon criminelle lorsque les gens essayent d'être là les uns pour les autres. Et il y aura certainement des conséquences pour eux. Merci. Prochaine question, operator. Thank you. Merci. Prochaine question, Mélanie Marquis, La Presse. À vous. Merci beaucoup. Bonjour, M. Trudeau. La semaine dernière, au même train, vous disiez encore que la situation économique était encore trop imprévisible pour déposer une mise à jour économique. Là, vous dites l'inverse aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé en l'espace d'une semaine? Une mise à jour économique serait encore irréaliste. Une mise à jour économique comprend des prévisions sur ce qui pourrait se passer pour les prochaines années, de 3 à 5 ans. Et ça, évidemment, on ne serait pas en mesure de partager ça. Mais à chaque 2 semaines, le département des Finances partage de l'information, toute l'information sur toutes les mesures qu'on met de l'avant et on est très capable de rassembler toutes les informations sur ce qu'on est en train de faire avec quelques prévisions sur ce qu'on pourrait voir dans les prochains mois. Et c'est donc pourquoi on va continuer ces mesures de transparence et d'ouverture et présenter un portrait économique dans quelques semaines pour que les gens voient où on en est et où on pense pourrait être dans les semaines à venir. Okay. I've consistently said that an economic and fiscal update would be unrealistic right now because it automatically includes projections for a year, 3 years, 5 years ahead of time, which, quite frankly, we simply couldn't make any responsible predictions about. However, every 2 weeks over the past number of months, we have put forward all the information from Finance to the Finance Committee, to parliamentarians on the measures that we have moved forward on to give a very precise accounting on what we've done. We've continued to do that, and in a few weeks we will gather all that together along with a sense of where we are, comparisons to where we are compared to other countries, and some estimates on where we could be in the coming months. But this will not be an economic and fiscal update. It will be more of a snapshot or a portrait of where we are right now. Suivi, Mélanie? Oui, donc si je comprends bien, vous n'irez pas au-delà d'un horizon de quelques mois. Est-ce que vous avez une indication jusqu'à quand ça va nous permettre d'avoir une idée de la situation économique du portrait? Le ministre des Finances est en train de travailler là-dessus. Évidemment, on veut donner le plus d'informations possible aux gens, mais on veut aussi que ces informations soient utiles. Alors, le ministre des Finances va pouvoir spécifier un peu plus de détails là-dessus. Thank you. Next question, operator. Thank you. Merci. Next question, Theresa Wright, the Canadian Press. Line open. Yes, good morning, Prime Minister. Just following up on what you just said in terms of the fact that you've said that uncertainty makes it impossible to provide a meaningful fiscal update. Given that, what is the value of this fiscal snapshot that's coming in July, given all that uncertainty that we face?
I think it'll be useful for people to see the scale and the details on everything that we have put out. As I've said, we've been keeping the Finance Committee and through them parliamentarians updated every 2 weeks on all the measures we've been flowing out. But at the same time, pulling them all together in a look over the past few months on all the measures we've done, comparing the measures we've done in Canada to countries around the world. Some may have done better, some won't have done nearly as much. So we get a sense of where we are compared to others and a sense of what the coming weeks or months could look like. These are things that I think are useful for people to come together on. But because of the transparency we've demonstrated every step of the time, it is a consistent part of what we're continuing to do. Follow up, Teresa? Yes. On another issue, it often takes years for the RCMP to respond to formal recommendations from the Force's civilian watchdog. Is this acceptable to you? I think one of the things that we've seen come to light over the past weeks and months is that our systems are not adequate to respond to the concerns that racialized Canadians and Indigenous Canadians and others who want to see a reduction of systemic discrimination in our institutions move forward quicker. So we are going to move much quicker on responding to these things, on making changes to our institutions to really go after systemic discrimination. Okay. Je pense que ce qu'on voit depuis des semaines, c'est que la rapidité avec laquelle nos institutions répondent à des plaintes, à des besoins de faire des changements est beaucoup trop lente. Nous allons accélérer ces processus. Merci. We'll take one more question on the phone. Operator? Thank you. Merci. Next question, Greg Quinn, Market News. Line open. Hello. Governments in the past have used omnibus bills to put a lot of side legislation into budget packages. When you do present a full budget, will you commit to refraining from using an omnibus bill to put in other measures? We have been consistent in our approach over the past years of not moving forward with omnibus legislation. These are things that we are fairly strict on. It's something that we saw previous Conservative governments significantly abuse, which is why we made commitments to not have omnibus legislation, and we're going to be sticking with that. Nous avions vu dans le passé les gouvernements conservateurs abuser des billes omnibus qui avaient énormément de mesures qui n'étaient pas liées aux objectifs précis du projet de loi ou du budget. Et c'est pour ça que nous avons restreint et limité les mesures à l'intérieur de projets de loi pour qu'on puisse justement avoir un meilleur débat au Parlement. Et on va continuer de garder cette pratique. Follow-up, Greg? Yes. The unemployment rate is at a record high, and clearly the CERB program shows millions of people in Canada had savings that weren't enough to last even a couple of months through a time like this. Given the rise in gig employment and tech companies, do we have to take another look at social programs or regulation or taxation of these kinds of gig employers when we get through this tough moment? I think absolutely, Greg. That's something that we need to look at. We've seen this crisis expose real vulnerabilities within our communities, within our employment systems. We are responding to this emergency right now, but we are also reflecting very carefully on how we can build back better, build back fairer, build back greener, make changes to our systems so that going forward, whether there's another pandemic or some other crises or not, that people are better supported by our systems. We need to make sure that we're doing right by Canadians, and this crisis has given us not just examples of where we haven't been good enough in the past as governments, but opportunities to make significant changes. Okay.
Je pense absolument que nous devons regarder tous nos systèmes pour voir si on peut les améliorer. Je pense que cette pandémie a souligné des failles dans nos systèmes pour appuyer les plus vulnérables, mais aussi nous donne une opportunité de faire des changements pour reconstruire un pays et des systèmes qui vont être plus équitables, plus généreux pour les vulnérables et créer vraiment plus d'opportunités pour tout le monde. Qu'on ait d'autres pandémies qui viennent ou juste des temps plus normaux, on a besoin de faire plus pour les gens vulnérables. Prime Minister Janet Silver, Global News. You've said July 8th it will be a fiscal snapshot. I'm wondering what specifically it will include, what sorts of numbers, and if this is a means to appease the opposition who've been asking for a fiscal update. Over the past number of months, we have put forward in full transparency updated numbers every 2 weeks to the Finance Committee on measures that we've put forward. So our commitment to transparency has been ongoing, as has been the case for this government since the very beginning. At the same time, it will be useful to pull together all these different measures so people understand the scale of what this country has done, some comparators with other countries so that they can see where we fit on the spectrum of help to citizens in our peer countries, but also a sense of what could be expected in the coming months. I think it would be a little bit unrealistic to project much further than a few months because things are changing so rapidly, but we're happy to continue to demonstrate the kind of transparency and accountability that Canadians expect and deserve. Je pense que ça va être intéressant de pouvoir rassembler toutes les informations qu'on partage à tous les 2 semaines avec le Comité des finances sur nos investissements, les façons qu'on est en train d'envoyer des ressources aux Canadiens. En même temps, on pourrait se comparer un petit peu aux autres pays pour voir où le Canada se situe en termes de l'aide qu'on est en train de donner à nos citoyens, mais aussi une idée de ce que pourrait amener les prochaines semaines ou les prochains mois sans faire des prédictions trop long terme. Je pense que ça peut rassurer les gens et continuer notre engagement envers la transparence et la redevabilité. And on a slightly different topic, earlier today, the Bloc Québécois leader said that you were governing like a king, that you have no respect for Parliament and you are doing nothing for Quebec. I'd just like to get your response to that. As we know, this is a minority parliament, so decisions about whether parliament sits and how we move forward need to be made on a consensus or on a majority basis in the parliament, which is why a number of weeks ago we worked with other parties and got an agreement to continue to focus on the COVID-19 crisis, but expand the rules so people could be asking questions on any topics and ensure that we have accountability moments and times for the parliament to return throughout the summer, including on July 8th, where we'll be presenting a fiscal update. So, 3 different parties came together to make a determination of what Parliament would do. That's how Parliament functions. I can understand that both the Bloc Québécois and the Conservatives did not want this particular outcome, but the will of Parliament was expressed by a majority, by the 3 parties who came together to determine what we're doing. That's how Parliament works. And if every time something doesn't go their way, an opposition party cries, "Oh no, it's a dictatorship!" all of a sudden, it's sort of irresponsible, and it undermines, I think, the strength of our democracy that we've been able to show through this crisis, the strength of our institutions that continue to do really important work, not just to help Canadians during this crisis, but to remain accountable and engaged in our democratic processes. En français, s'il vous plaît. Je pense que c'est extrêmement important de souligner que la situation actuelle au Parlement a été débattue et votée par la majorité des parlementaires. Il y a 3 partis qui se sont mis ensemble pour déterminer que, oui, on allait procéder avec une emphase sur la COVID-19, mais on allait élargir la portée des questions pour que les différents parlementaires puissent poser des questions sur n'importe quoi, qu'on allait revenir 4 fois pendant l'été, incluant le 8 juillet pour cet énoncé économique, ce portrait économique.
Et je pense que c'est comme ça qu'un Parlement doit fonctionner. Un Parlement minoritaire, aucun parti, même pas le gouvernement, peut décider à lui tout seul comment ça va se passer. On a besoin de collaborer et effectivement, il y a eu une majorité des députés qui se sont alignés avec cette approche. Malheureusement, le Bloc québécois et les conservateurs n'étaient pas contents avec cette conclusion que le Parlement a eue de façon majoritaire. Ils étaient dans la minorité. Mais si à chaque fois que quelqu'un n'a pas son souhait en tant que parti dans une situation minoritaire, s'il commence à crier que c'est une dictature, je pense que c'est un peu ridicule d'abord. Et deuxièmement, ça vient miner peut-être la confiance que les gens devraient avoir dans nos institutions qui servent extrêmement bien nos citoyens maintenant. Et avec les mesures, on a passé 4 grands projets de loi depuis quelques mois pour aider les Canadiens et on a aussi démontré le genre de fonctionnement institutionnel et démocratique qui continue de rassurer les Canadiens que même pendant une crise, on fonctionne très bien en tant que démocratie. Bonjour, M. Trudeau, Philippe Vincent Foisy de Radio-Canada. Sur le siège au Conseil de sécurité de l'ONU, le siège non permanent, vous vous êtes personnellement beaucoup investi. Vous avez investi beaucoup de capital politique. On se souvient tous que vous avez dit le Canada est de retour. Si on perd, si vous ne l'avez pas, ce siège non permanent-là, à quel point c'est de votre faute à vous, personnellement? Depuis 5 ans, le Canada s'est engagé de façon beaucoup plus profonde et beaucoup plus expansive dans le monde. Que ce soit nos initiatives à Paris sur les changements climatiques, que ce soit au niveau de notre G7 où on a protégé nos océans et amené la cause de parité homme-femme à un niveau économique dans le monde. Notre participation à bien des enjeux au niveau multilatéral a démontré que le Canada cherche et continue d'être engagé de façon profonde, y compris dans les opportunités pour nos pays, nos alliés des pays en voie de développement qui ont besoin de meilleurs financements, de meilleures institutions pour les desservir pendant ces moments de crise et dans les années à venir. Alors, le Canada fonctionne très bien dans un système multilatéral et le fait depuis 5 ans. Le siège au Conseil de sécurité, c'est un moyen additionnel d'assurer la portée de notre voix, mais nos actions vont continuer, quel que soit le résultat dans les jours à venir. Nous savons qu'un Canada engagé, c'est bon pour le monde, mais c'est aussi bon pour les Canadiens. C'est dans notre intérêt d'avoir des règles stables et prévisibles dans le monde. C'est dans notre intérêt de voir des gens vulnérables aider et créer des opportunités et de l'éducation et du progrès économique pour des gens à travers le monde, parce que le Canada réussit quand des gens partout dans le monde réussissent. C'est ce qu'on fait depuis 5 ans, c'est ce qu'on va continuer à faire. Si on est au Conseil de sécurité, ça va être plus facile de porter nos voix dans les plus hautes instances, mais notre approche engagée dans le monde ne changera pas. Donc, I think one of the things we've seen over the past 5 years is Canada has stepped up on the world stage, whether it's been on the fight against climate change through our oceans and through support for small island developing states, as well as climate financing internationally, whether it's been on women, peace and security with our impacts on the new Vancouver Principles on peacekeeping, whether it's moving forward on financing for development with developing countries, looking at our international financial institutions, the Bretton Woods structures that have lasted and kept us so well for 75 years, but need to be modified. Canada has continued to be a strong voice on the world stage because this is what Canada does well, and we will continue to do it. Yes, a seat on the UN Security Council will be an additional lever and an extra way that Canada can make sure that our voice and our values are being heard at the highest levels. But we will continue to make a difference in the world and defend multilateralism, not just because it's good for the world, but because it's good for Canadians. Canadians do well when we are connected to the world, when we are trading with the world, when there are clear rules in place for things like international trade and international behaviors. We do well when countries come together to work collaboratively and respectfully on solving big problems. We do well when vulnerable people around
around the world have better opportunities to succeed and fewer conflicts and fewer social inequities. These are the things that Canada has been doing for the past 5 years. These are the things that we will continue to do into the future, regardless of what happens this week. But it certainly would be nice to be able to have that extra lever of a seat on the Security Council. Je suis plus sûr de comprendre, là. Je vous demandais, est-ce qu'il y a une partie qui va être de votre faute personnelle là-dedans? Donc, si jamais vous voulez répondre, je peux vous laisser répondre là-dessus. Sur les CHSLD, les militaires, on sait qu'il va y avoir 10 équipes militaires qui vont être là en urgence si jamais il y a des problèmes dans les CHSLD. Est-ce que vous avez une entente avec Québec? Et si oui, il va y avoir combien de membres du personnel de la Croix-Rouge, combien de bénévoles? Êtes-vous capable de nous expliquer ça clairement, là? Pas nous dire à quel point c'est important les CHSLD, mais nous donner des détails concrets sur l'entente? Je peux souligner que les conversations avec Québec continuent de façon extrêmement productive. Il y a une belle collaboration, comme toujours, entre Québec et Ottawa, et nous allons avoir des annonces à faire d'ici bientôt. Hi, Prime Minister. Tom Perry, CBC. This fiscal snapshot that you're going to be releasing, if you're doing this, does this mean that the big spending announcements have now all been made? And if not, I mean, how reliable will this be? Also, when do you think you're going to be in a position to actually put forward a fiscal update or a budget? I think, first of all, we know that we are moving through the emergency phase right now into something that is more of a recovery phase. We will continue to monitor what is needed in the economy as we go forward on extending certain programs, on modifying others. But as we've been doing from the beginning, we will keep adjusting as we go. I think it is useful to bundle together all the initiatives and all the ways we've helped Canadians over the past months in one concrete snapshot in a few weeks. But of course, we recognize that if there is a second wave, if Canadians fall on hard times because of COVID-19 in the coming months, we will need to do more. We are going to remain focused on making sure that Canadians are able to get through this in the best possible way, to be able to keep ourselves and our families safe, but also to be able to make sure we have a strong economy going forward. So, yes, now is a natural time for bundling together everything that we've done with this fiscal snapshot. But certainly as we move forward, we will continue to be transparent about decisions big and small we have to take to continue to keep Canadians safe. As for when there would be a full fiscal update or an eventual budget, right now we're still very much responding to an immediate situation, and we will continue to reflect on when that time could be right as the situation stabilizes. Je pense que évidemment, on est en train de passer un petit peu de l'état d'urgence à un état de reprise économique. Donc, c'est tout à fait logique qu'on partage un petit peu les mesures qu'on a prises sur les 3 derniers mois. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas d'autres initiatives à amener s'il y a une seconde vague, si on a besoin de prolonger certains programmes. Mais c'est logique de partager des idées et un portrait d'où on est maintenant avec les Canadiens. Pour les prochaines étapes, un budget, un énoncé plus formel, on va continuer de regarder quand la situation sera assez stable pour pouvoir le faire. On va certainement le faire, mais c'est des discussions qui se poursuivent. And you were asked this a little earlier. I'd like to give you another opportunity to answer. How much do you have personally riding on this UN Security Council vote? I think this is something that Canadians expect for us to be involved in the world, and I've certainly seen the impact that Canada can have on the world stage through the G7, through the G20, through our leadership in multilateral fora at a time where there are large countries sort of withdrawing a little bit from the global stage. I believe deeply that Canada can and should be stepping up on the world stage, and I've demonstrated that Canadians can and do have a large impact on the world when we do that over the past 5 years. I certainly look forward to being able to continue that, and do see that the UN Security Council seat could be a very powerful tool for continuing what we're doing. But as I've said from the beginning, a seat on the UN Security Council is not an end in itself. It's a means to an end. It's a means to continue ensuring that our values, that our voice, and that our solutions are heard and resonating at all levels of multilateralism.
Comme j'ai souligné bien souvent, un siège sur le Conseil de sécurité des Nations unies n'est pas un but en soi. C'est un moyen d'assurer que l'impact des valeurs et des solutions canadiennes sur l'échiquier mondial continue à résonner. Je pense que les gens ont vu à quel point il y a un apport positif que le Canada a apporté dans le monde depuis 5 ans et certainement, j'espère pouvoir continuer de faire ça avec un siège au Conseil de sécurité des Nations unies. Mais quelle que soit l'issue du vote, nous allons continuer d'être présents et d'être engagés dans le monde parce que c'est bon pour les Canadiens d'avoir un monde plus stable où les gens suivent les règles. Glenn McGregor, CTV News. Prime Minister, you've listed many things Canada has done internationally on the world stage. But we know that for members, UN members that are voting today on the Security Council seat, two key factors are commitments to peacekeeping and amount of percentage of GDP dedicated to foreign aid. How do you think Canada has done on those two measures compared to the two countries we're competing against? I think there's always more to do, and we're always looking at how Canada can better help, how Canada can best help on the world stage. But right now, what we're seeing in the world is challenges to the multilateral system, with large countries withdrawing a little bit their support for positive engagement on the world stage. It is a time for medium-sized countries who can have a big voice to step up, and that's why Canada's voice on the UN Security Council could be a strong lever for continuing the defense of the multilateral system we're in and improvements to that multilateral system. I have nothing but respect for our two competitors, Ireland and Norway, that have demonstrated an engagement in the world. There's no question about it. And it is unfortunate that we're in a situation of having to compete against friends for this. But I know that Canada has a particular ability to convene voices from around the world, to move forward in ways that are connected to every country around the world through our diaspora, a voice that is consistent and strong in its values and is really necessary on the world stage right now. We need to have strong voices that are there to speak for others, not just for themselves, and Canada has consistently done that, and that's why I am optimistic about the process we're in. Je pense que c'est important de souligner à quel point le Canada amène quelque chose de particulier avec sa diversité, avec son engagement international. On est assez grand pour faire une différence, mais assez petit pour savoir qu'on ne peut pas le faire seul. Et ça a été notre force au fil des années. Certainement, et la Norvège et l'Irlande, c'est des pays alliés, amis, qui ont un bon impact dans le monde. Mais le Canada amène des forces particulières et encore plus grandes que ces deux pays-là par notre membership dans le G7, dans le G20, dans la francophonie, au Commonwealth, dans les États des Amériques, dans l'APEC. On est présent à tellement de différents niveaux et de tables qu'on peut rassembler des pays pour faire entendre des voix qui sont malheureusement pas toujours entendues quand les grandes puissances se préoccupent de leur sort et pas de le sort de la planète. You said yesterday, Prime Minister, you're open to Canada hosting a hub city for the NHL's return to play, provided they can get agreement from local authorities. But the 14-day quarantine for people crossing the Canada-U.S. border is still a rate-limiting step towards that, and it's the same rule that's kept people from being able to go to family weddings, funerals even. What are you proposing? What are you considering with respect to hockey players? Are you going to consider making them essential workers? Or are you going to create some other kind of waiver for them that would allow them to enter the country without the 14-day quarantine? We will be making announcements around this at the appropriate time, but we're working with local health authorities, provincial health authorities, and the NHL to make sure that regardless of the measures in place, Canadians are kept safe, and our focus is on community safety throughout. There are ways that we can ensure that the principles are respected in a way that makes sense for the NHL, and those are what the conversations are. But we are, as I said, open to making arrangements as long as the principles of keeping Canadians safe, first and foremost, and preventing the spread of COVID-19 are respected.
Je pense que même si nous voulons tous voir un peu de hockey cet été, nous devons rester ancrés dans les principes de protéger les Canadiens et empêcher la propagation de la COVID-19. C'est pour ça qu'on travaille avec la LNH, avec les autorités provinciales et locales sur des mesures qui vont permettre à la LNH de jouer, tout en s'assurant qu'à chaque étape, on n'est pas en train de mettre à risque la santé des Canadiens. Merci beaucoup tout le monde.